Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la deuxième partie de ma conversation avec Laureline. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite très fortement à le faire avant de vous plonger dans cet épisode. Ça vous permettra de mieux connaître Laureline et de découvrir son parcours, sa passion pour l'eau, et donc de comprendre la jeunesse de son expédition. Je vous invite maintenant à découvrir Laureline et son expédition, les Amériques au fil de l'eau. Est-ce que tu pourrais présenter un peu votre projet à tous les deux, donc à Antoine et toi, les Amériques au fil de l'eau? Oui. Alors, les Amériques au fil de l'eau, c'est une expédition d'1 an, de la Patagonie jusqu'en Alaska. Donc la Patagonie, c'est tout au bout au sud du continent, quoi. Voilà. Vous remontez en entier. Exactement. Plutôt côté ouest, du coup, en suivant... Côté Pacifique. Voilà. Et donc, on part, en fait, avec notre sac à dos. Et on va environ faire 25 000 kilomètres. Mais il faut savoir qu'on va prendre les transports en commun, les bus, on va faire de l'autostop. Donc l'idée, c'est vraiment de partir en autonomie, avec toutes nos affaires sur le dos. Et après, on va faire des passages à pied en trek. Et après, des passages où on va prendre le train, le bus, les transports en commun. Donc notre objectif, c'était pas de faire tout à pied, ce qui n'était pas réalisable en 1 an, c'est sûr. Nous, on avait vraiment 1 an. Donc notre limite, c'était 1 an. Ça, c'est quelque chose que vous avez fixé vous-même? Oui. Et donc voilà, c'est de partir 1 an. Et l'objectif, c'est de sensibiliser et d'informer sur les milieux aquatiques. Donc on souhaiterait aller recueillir l'information chez les gens, à la rencontre des personnes au fil de notre voyage, au fil de l'eau justement, et aller interroger des acteurs qui côtoient l'eau en fait. Donc quand on dit le terme acteur, c'est un peu particulier, mais dans le domaine de l'eau, c'est tous les gens qui utilisent l'eau en fait, qui travaillent dans le domaine de l'eau ou qui l'utilisent. Donc ça peut être professionnel aux citoyens, quoi. Exactement. Ça peut être l'agriculteur qui a besoin d'eau, ça peut être le pêcheur professionnel, ça peut être le pêcheur de subsistance qui pêche pour se nourrir, ou ça peut être le pêcheur de loisirs, ça peut être un citoyen qui va chercher son eau pour boire. Donc nous, notre objectif, c'est d'interroger minimum 50 personnes, que ce soit des gestionnaires, des scientifiques, des riverains, des agriculteurs, des citoyens, et de leur poser des questions sur le domaine de l'eau, en fait. Quelle est la place de l'eau dans leur vie? Quelle est l'importance? Est-ce que l'eau a une importance pour eux? Et aussi savoir les usages qu'ils en font. Et puis aussi savoir les problèmes, en fait. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'ils sont confrontés justement à l'impact du changement climatique dans leur vie? Est-ce qu'ils sont confrontés à des problèmes tout court, par exemple de pollution, de diminution, d'espèces invasives, voilà, toutes ces notions-là. Et s'ils sont confrontés à ces problèmes-là, est-ce qu'ils ont mis en place ou est-ce qu'ils ont des idées de solutions? Donc en fait, c'est les milieux aquatiques d'eau douce, du coup, avec comme un peu excroissance, pour reprendre un peu la mind map dont on parlait avant de commencer, changement climatique, anthropisation. Exactement. Et enfin, en fait, surtout ces deux-là, quoi. Oui. Et puis, du coup, Amérique, évidemment. Mais, ok, donc ces 3 points-là. Et vous partez le 1er novembre, si je me... Alors, oui, au départ, on devait partir le 1er novembre, mais on part le mi-octobre, en fait. D'accord. On a pris les billets et on part le 15. Le 15 octobre 2022, du coup. Voilà. Et vous rentrerez aussi le 15 octobre 2023 ou le 1er novembre 2023, du coup. D'accord. C'est un peu plus d'1 mois, mais un peu plus d'1 an, pardon. À 2 semaines près, bon, ça ira. on va pas chipoter. D'accord, très bien. Et juste par curiosité, parce que du coup, quand j'avais regardé un peu votre site, j'avais vu que... Enfin, c'est pour rebondir sur ce que tu avais dit sur les voyages, le fait que tu voulais faire d'abord le tour du monde, et qu'après, en fait, je te dis, d'un point de vue, en gros, carbone, c'est pas soutenable. J'ai vu que vous aviez calculé, du coup, le bilan carbone de tout le voyage. Oui. Parce que je m'étais dit, je sais pas, je trouvais ça très fort de penser à ça, de se dire que aujourd'hui, maintenant, les gens y pensent. Ouais. Et je m'étais posé la question quand j'avais vu ça, si je me trompe pas, il était de 4 tonnes, si j'ai bonne mémoire.
Donc c'est 4 tonnes pour vous deux, Ouais. du coup. Ok. La question que je m'étais posée, mais en soi que tu as répondu en fait par la construction de ce parcours et du projet, c'était est-ce que vous l'aviez calculé simplement pour conscientiser que voilà, c'est quelque chose de normal à faire, de savoir quel impact j'ai sur le monde, ou est-ce que c'était dans une volonté justement de l'avoir le plus faible possible, de se dire ok, il est comme ça, est-ce que on peut encore le limiter, est-ce que Alors, c'était vraiment plutôt la deuxième, du coup, la deuxième partie. Notre objectif, c'était essayer d'avoir le moins d'impact possible, sachant que de toute façon, on partait en avion. Donc, dès le départ, c'était... Il y allait forcément en avoir. Voilà. Et donc, après, c'était vraiment dans le quotidien, dans nos déplacements, comment on pouvait faire pour diminuer et essayer d'avoir un impact carbone qui soit le moins élevé possible. À savoir qu'on est bien conscient qu'un voyage comme ça pollue et que voilà. Nous, notre objectif, c'était aussi de connaître en fait les milieux aquatiques en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Pouvoir comparer un peu la différence sur le même continent, quoi. Et puis c'était aussi de pouvoir comparer après avec l'Europe, ou pas forcément comparer, mais essayer de voir en fait quelle vision peut être différente, qu'est-ce qui peut apporter, quels sont les éléments qu'on peut apporter aussi en France et là-bas, enfin qu'est-ce qui peut aider à améliorer pour une meilleure connaissance et une meilleure compréhension en fait de ces écosystèmes-là, et puis de la fragilité en fait de ces écosystèmes-là, puisqu'au final nous on dépend tous les êtres humains dépendent de ces milieux aquatiques-là pour vivre et puis pour boire, mais aussi pour toutes les autres activités, les usages qu'on en fait. Donc c'était vraiment cette optique-là d'avoir le moins d'impact possible. C'est pour ça que avant, en fait, on a travaillé cette année dessus de nouveau, mais normalement, initialement, on devait prendre l'avion du Costa Rica jusqu'aux États-Unis. Parce que voilà, on n'avait pas trouvé d'autres moyens. Et puisqu'on avait cette limite de temps, on ne pouvait pas traverser l'Amérique centrale. Et donc là, on a travaillé dessus cette année et on va faire du bateau stop pour justement ne pas reprendre l'avion et diminuer encore notre empreinte carbone. Donc on va faire du bateau stop à partir du Costa Rica et arriver à Los Angeles en bateau. Et en fait, tout, du coup, ce que j'ai vu donc sur votre site, il y a toute la carte où on voit tout votre périple. Vous avez mis combien de temps en fait à construire un projet qui est aussi complet? Parce qu'il y a non seulement, il y a le parcours. J'ai vu que vous aviez même mis les endroits où vous alliez tourner, les gens que vous alliez rencontrer, c'est un voyage qui est tellement polyvalent entre la science, l'humain, le sport avec le trek. C'est culturel, vous allez dans un endroit différent, vocation pédagogique. Donc, il y a tellement d'aspects en fait sur lesquels vous aviez dû réfléchir. Combien de temps est-ce que vous avez bien pu prendre pour réussir à construire Alors, on a lancé le projet en décembre 2021. 2020. Attends, je suis en train de vérifier. Décembre 2021, c'était il y a 6 mois. Non, donc c'est bien 2020. 2020, ok. Voilà. Donc là, décembre 2020, vous vous êtes dit, et pourquoi pas? Voilà. On y va. On s'est dit, bon, on sait qu'on veut travailler, on veut partir voyager. Au départ, on voulait partir voyager. Après, on s'est dit, on travaille tous les deux dans le domaine de l'eau, on est passionnés par l'eau. Comment on peut concilier voyage, passion et passion pour l'eau, mais aussi passion dans le monde du travail. Donc on s'est dit comment concilier ces trois-là. C'est quoi passion dans le monde du travail? C'est-à-dire du coup, parce que notre passion, ça va être plus à aller pêcher, faire du canoë, on va dire tout ce qui est en lien avec les activités de l'eau. Donc comment voir l'eau aussi, comme ton master en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. C'était plutôt aussi comment mettre en pratique ce qu'on avait appris dans notre cursus scolaire et puis le confronter à la vraie vie, quoi, à la réalité et au terrain. C'était comment réutiliser cet apprentissage-là qui a été très important pour nous et comment arriver à le mettre en pratique pendant un voyage. Et du coup, ça a été vraiment... Donc se dire, on veut voyager, on veut réfléchir sur les enjeux qui tournent autour de l'eau, donc quelque part dans le monde, et donc c'est parti de là, les Américophiles. Voilà,
c'est parti de là. Et notre objectif, en premier lieu, c'est vraiment de faire un court-métrage. Et c'est notre objectif final, de faire un court-métrage de 25 minutes sur ces milieux aquatiques-là qu'on va traverser, les échanges qu'on va avoir avec les personnes. Et on a vraiment choisi 4 espèces de poissons. C'est un peu complexe. Ça, vous les avez choisis comment? Alors, en fait... parce qu'au départ, en fait, vu que le domaine de l'eau, c'est très large, on s'est dit, si on veut travailler sur tous les usages de l'eau, on n'est pas rendu. On n'est pas rendu. Donc, il va falloir, sachant qu'en plus, c'est 1 an. Donc, il va falloir un peu être clair, synthétiser sur les buts. Et il va falloir choisir. Donc, faire des concessions. Voilà, il va falloir faire des concessions. Et donc, on a choisi 4 espèces de poissons. Et ces espèces de poissons, on les a choisies parce qu'elles créent un problème, soit parce qu'elles ont été introduites, où en fait il y a un problème autour d'elles, c'est-à-dire qu'il y a des pollutions, elles sont en train de disparaître, ou elles ont des problèmes de continuité écologique, elles ne peuvent pas se déplacer comme elles souhaiteraient sur la rivière, ce qui est le cas au Canada avec les immenses barrages qui font qu'elles ne peuvent pas se reproduire de la meilleure façon. Donc c'est des espèces qui posent question, quoi. Voilà, c'est ça. Donc en fait, soit elles-mêmes posent un problème, soit il y a un problème qui les impacte elles. Voilà. D'accord. Donc on a choisi ces 4 espèces-là en essayant de voir des espèces emblématiques ou des espèces qui ont une importance. Importance économique ou une importance développement ou de subsistance pour les populations locales? Tout ça en même temps. Ok, d'accord. Dans le sens, en fait, il fallait que ça ait une importance, que ça soit de loisirs, une importance économique, si les populations s'en nourrissent, ou une importance écologique, en fait. Et sachant que pour nous, que ce soit économique, écologique et de subsistance, tout ça, c'est lié en fait. Au début, on cherchait vraiment à savoir quel était l'impact, comment on choisissait. Mais finalement, on s'est rendu compte que tout ça, c'est lié. Tous ces domaines-là, économique, social, écologique. Et c'est comme ça qu'on a choisi ces espèces-là. Par exemple, il y a la truite arc-en-ciel La première espèce qu'on a choisie, c'est la truite arc-en-ciel qui est en Patagonie. Elle a été introduite pour la pêche. Elle crée des déséquilibres. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. Elle crée des déséquilibres. Et pourquoi on l'a introduit, comment... Et là, par exemple, sur ce poisson-là, vous allez rencontrer donc, des pêcheurs. Oui. Est-ce qu'il y a des organismes, par exemple, qui essayent de contrôler un peu son développement, ou je sais pas, tu as Oui. Et après, il y a des scientifiques qui travaillent dessus. Donc, on va rencontrer des gestionnaires et des pêcheurs et des scientifiques. Parce qu'on aimerait bien aussi avoir le ressenti des pêcheurs ou des pêcheuses, à savoir qu'en Patagonie, il y a beaucoup de personnes qui viennent pêcher ici. Qui viennent pêcher en Patagonie pour pêcher ces gros poissons-là. Ces truites-là. Donc, ça a été introduit pour une raison. Et donc, il y a encore plein de gens qui viennent pêcher ces espèces-là. Et l'idée, c'est est-ce que ces personnes-là sont conscientes aussi de tout ce qu'il y a eu en amont et l'impact que ça a après? Et est-ce qu'il y a des personnes aussi qui ont décidé de plus pêcher pour ça? D'accord. Voilà. Pour revenir donc sur le lancement et le moment où vous avez eu l'idée de ce projet-là, donc dont on a pu parler un peu le et pourquoi pas du projet, qu'est-ce que toi et même Antoine avez ressenti donc au moment de se dire vas-y on y va quoi, au moment où vous avez eu le déclic de se dire on a envie de faire ça et on le fait. En fait on s'est dit en fait exactement ça en fait on s'est dit ok, on a ce rêve-là, on veut le construire, et maintenant il faut qu'on se lance. Et au début, c'est le flou en fait, c'est le flou de se dire ça paraît tellement énorme et plein de choses qu'il va falloir préparer. Et on se dit let's go, faut y aller, on y va. C'est quelque chose qui nous anime. On sent en fait en nous qu'il faut le faire, quoi. Qu'il faut le faire. Et on s'est dit c'est le moment, on a fini nos études. On part faire ça. Donc, dès la fin de vos études, vous vous êtes mis sur la construction de ce projet-là. Voilà. Et nos pics d'énergie et de joie au moment de se dire vas-y, on le fait. Ouais. Et est-ce qu'il a été constant, ce sentiment-là? Ou est-ce que justement, parce que j'imagine que vous avez eu des grosses, je sais pas, mais en tout cas des difficultés, des moments de difficulté, des facilités, même des surprises. Et donc, potentiellement, ce sentiment, il est voué à évoluer. Ça a été le cas ou... Oui. Ouais, ça n'a pas été une énergie qui t'a poussé de manière constante tout du long du process, quoi. Ouais, vraiment, après, je pense que ça évolue. Vraiment, nous, ça a évolué et c'est pas
c'est pas constant, justement. Des fois, il y a des bas, des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des remises en question. Moi, honnêtement, depuis quelques temps, vu que l'échéance arrive, en fait, on part bientôt, et ben, quand on a pris les billets d'avion, on s'est dit, bon, il nous reste 3 mois. Et là, j'ai comme si mon cerveau, il réalisait aussi que, oui, bah, on va vraiment partir. Et du coup, il y a un peu... il y a de la peur, en fait. Et on en parle beaucoup avec Antoine, de se dire... oui, mais s'il y a ça qui se passe, s'il y a ça qui se passe, et s'il y a ça qui se passe. Et en même temps, ces peurs-là, elles permettent de consolider vraiment notre projet. Parce que toutes les peurs, eh ben, elles viennent de quelque part. Et on se dit, est-ce qu'on répond à cette peur-là, en fait? Est-ce qu'on peut se rassurer dans notre projet? Et est-ce qu'on a travaillé là-dessus et se dire, bon, ben, en fait, ok. Et, par exemple, moi, je m'étais dit, et si on n'a pas d'eau, comment on fait? Et ben, en fait, ben, on a regardé, on a bien choisi notre tracé, on a vu qu'on a toujours des points d'eau à proximité sur notre GPS et sur le tracé qu'on a fait. Et du coup, bah, après, quand on regarde la carte et qu'on cible vraiment, on se dit, bon, c'est bon, on a notre filtre, on a de l'eau, qu'on manquera pas d'eau. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été... Au début, on a une grosse poussée de joie où on se dit, c'est génial, on a de l'énergie. Et ça permet de bien se lancer. Et il y a des moments où aussi, bah, tu rentres dans un projet et c'est plus forcément le rêve. C'est-à-dire que là, tu es dans un projet. Et donc, dans un projet, tu as des échéances, tu as des objectifs, tu as des tâches à faire. Tu as des concessions aussi. Tu as des concessions, tu as de Il y a l'administration. une grosse concession comme ça sur laquelle tu as un regret? Ou tu es un peu triste? Non. Non? Ok, c'est trop bien. Non, après... On va dire que là où je suis un peu triste, mais c'est pas vraiment triste, mais c'est de me dire, bah, on est obligé, on a choisi 1 an, et en fait, je me dis 1 an, ça va passer tellement vite. On traverse 10 pays, donc ça veut dire 10 pays. Est-ce qu'on va avoir le temps de vraiment, vraiment les connaître? Est-ce qu'on va vraiment s'imprégner de la culture? Ou est-ce qu'on va être ça va être très rapide et on va voilà. Donc ça, c'est vrai que mon regret, ce serait de prendre peut-être plus le temps dans chaque pays, mais on peut pas. Après, ouais. Est-ce que vous avez réussi à laisser de la place à l'imprévu, justement? Justement, tu vois, comme il y a toutes ces peurs qui font que tu penses un peu à tout, est-ce que vous avez laissé une petite marge de flexibilité pour cet imprévu-là? Ou, enfin, de toute façon, il va s'imposer par lui-même, c'est sûr, oui. Mais vous êtes juste parti du principe qu'il s'imposerait? Ou est-ce qu'il y a un peu un... Alors, en fait, on est quand même... on a des impératifs, on va dire, dans le sens où on a des rendez-vous avec des scientifiques dans tel pays. Donc, il faut qu'on soit quand même présent. Et ensuite, à la fin, en octobre, on nous attend en Alaska, mi-septembre. On nous attend mi-septembre, début octobre. On nous attend en Alaska pour 1 mois de woofing. Et on a réussi à reporter d'1 an. Et du coup, là, ils nous attendent. Et c'est pareil. Donc, on a cet objectif d'être là-bas, en Alaska, à telle période. Donc, c'est moteur, quelque part. Moteur. Vous avez réussi, en fait, à mettre des points moteurs. Ok. Oui. Et après, pareil, sur chaque étape, en fait, on a des temps de... Comment on peut appeler ça? Des pas de temps, en fait. Des marges, en fait, de temps. C'est-à-dire qu'on va partir... en tout, on fait 3000 km à pied, des treks. On fait 6 treks différents. Et ces treks-là, en fait, on a prévu de la marge parce qu'on sait qu'on va être fatigué, qu'il va y avoir de l'imprévu. Et donc, à chaque fois, pour chaque étape, en fait, de déplacement, on a prévu 1 semaine, 2 semaines, 5 jours de marge, en fait. C'est du temps de marge où on se dit, bah, si on a envie de faire telle activité, on va la faire. Si on veut changer nos plans, ouais, ça vous permet un peu de aussi pouvoir faire répondre à vos envies. Ouais. Ça, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Et justement, enfin, un aussi grand voyage, bah, parlons franchement, ça doit coûter un peu cher. Et donc, vous avez... Enfin, du coup, vous vous faites sponsoriser. Oui. C'est quelle part du projet qui est sponsorisée? Enfin, si tu veux bien en parler. Oui. Un peu de... Oui. Alors, en fait, du coup, maintenant, on n'appelle plus ça des sponsors. D'accord. Non, je dis ça parce que nous, on nous l'a dit plusieurs fois. On nous a dit, en fait, c'est des partenariats. Des partenariats, voilà. D'accord. Donc, au début, nous aussi, on disait sponsors. Et maintenant, on nous a dit que c'était plus des partenariats. Et donc, c'est des partenaires. Et en fait, on avait visé 1/3 de partenariat. C'est réalisé ou est-ce que... On tend vers ça. On est presque à 1/3. À savoir que, en fait, notre budget, on est transparent dessus, hein, c'est 30 000 euros. D'accord. Donc, c'est pas rien. Oui, c'est quand même conséquent. C'est conséquent. Faut les sortir.
30 000 euros, c'est le budget pour tout. Hein. C'est autant les billets d'avion, pour de deux, de déplacement, A à Z, quoi. de A à Z. À savoir aussi que nous, on a choisi de se déplacer avec notre tante. Donc, on dormira en tente. Donc, on a des frais en moins par rapport à ça. On va pêcher, voilà, on va essayer de pas... Donc, mais après, vu qu'on a aussi ciblé des activités, parce qu'on visite des pays qu'on n'a jamais découverts, donc on va faire des activités qui coûtent aussi de l'argent. Voilà, on va aussi découvrir les spécialités culinaires. Enfin voilà, tout ce qu'on peut découvrir, on va essayer de le faire. Et forcément, ça demande un budget. Et donc, pour l'instant, on est à un tiers de financement lié aux partenaires. D'accord. Et comment est-ce que vous les avez trouvés, justement, tous ces partenaires-là? Alors, ces partenaires, en fait, en premier lieu, on a demandé à la faculté de sciences, les écoles en fait où on était, AgroParisTech, fac de sciences, pour leur demander s'ils pouvaient être partenaires. On leur a présenté notre projet et donc ils nous ont suivis là-dessus. Ensuite, il y a nos familles qui avaient des connaissances, des contacts et qui nous ont dit telle personne pourrait ou telle entreprise pourrait aider. Et donc en fait, ça a été vraiment, on va dire, le réseau aussi qui fait que telle personne parle à telle personne, qui fait que voilà, ça se fait comme ça et donc on nous donne un peu par bouche à oreille, quoi. Voilà, de bouche à oreille et puis après on demande voilà, par exemple là je vais aller demander donc il n'y a rien de fixé pour l'instant, mais je vais demander à mon entreprise, enfin à l'association où je travaille et du coup je vais demander si c'est possible d'avoir un partenariat. Voilà, donc est-ce que justement, quand ils se mettent est-ce que les partenaires attendent un peu, entre guillemets, des retours sur investissement derrière? Alors oui, pas tous, mais en fait, il y en a qui ont des exigences. Donc ça peut aller de les peu d'exigences, on va dire. Enfin, c'est un peu... On va dire qu'il y en a qui nous demandent de communiquer plus sur ce qu'ils font. Donc, on va dire... leur faire un peu de pub, quoi. Voilà. Donc, c'est plus les citer sur les photos Instagram, les stories, les publications. Si on fait un film, de les mettre en fin de générique. Voilà. On va dire ce qui est classique et qui demande peu de contraintes ou d'efforts, on va dire. Ça, c'est la base. Et après, il y a des partenaires qui nous demandent plus ou qui souhaitent avoir plus de retours. Par exemple, on est affilié à un partenaire qui nous demande des retours d'expérience sur les stations d'eau potable et d'assainissement dans les pays dans lesquels on va traverser. Donc des informations qui, eux, les intéressent dans leur cadre d'activité. C'est ça. Donc savoir comment ça se passe dans ces pays-là. Voilà, donc c'est plus dans exactement comme tu as dit. De leur fournir des informations, des retours d'expérience sur leurs activités professionnelles, en fait. Ok. Et est-ce que, du coup, nous, on se connaît, non, mais on s'est rencontrés par le biais de la Fondation AgroParisTech. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur comment est-ce que tu as découvert cette fondation et comment tu as pu, en fait, les avoir comme partenaires? Oui, alors, donc j'en ai entendu parler parce que un de mes colocs, quand j'étais à Montpellier, est un alumni d'AgroParisTech, puis a fait le cursus à AgroParisTech, et il avait un projet de partir au Groenland. Et donc, il a demandé, il a monté son projet et il a demandé à AgroParisTech une bourse. Et c'est comme ça on en a discuté. Il m'a expliqué que c'était possible. AgroParisTech pouvait donner des bourses en fonction du projet et tout ça. Et donc, je me suis renseignée sur le site et j'ai vu effectivement qu'on pouvait postuler pour des bourses. Et nous, c'était la bourse S'engager. En plus, c'était vraiment quelque chose qui était moteur pour nous parce qu'on souhaite vraiment s'engager pour les milieux aquatiques, pour la préservation. Et du coup, c'est un peu essayer d'apporter notre pierre à l'édifice dans la protection de l'environnement. Et on s'est dit, s'engager, exactement... Ouais, c'est très aligné avec les valeurs de la Fondation. Voilà. Donc, on s'est dit, ok, c'est exactement ça. Et on a regardé, on a monté notre projet, notre dossier de bourse et on l'a envoyé. D'accord. Donc, tout aussi simplement que de passer donc le jury s'engager avec la Fondation. Ouais. Chouette. Et pour ce dossier-là, donc on avait pris contact avec la responsable de la fondation. Et puis, on devait tourner aussi une petite vidéo de 2-3 minutes
On se filme, on présente notre projet et tout ça. Donc, on avait fait une vidéo extérieure et tout ça. Et ça, c'était sympa aussi. Et ce qui est génial avec notamment cette bourse-là, c'est que quand on répond ou quand on demande une bourse, ça nous permet encore plus d'approfondir notre projet. En fait, il se construit. À chaque demande de bourse, on a l'impression qu'on affine notre projet de plus en plus. On se dit... Parce que les fondations et les partenaires t'apportent des choses ? Parce qu'ils demandent dans les dossiers, ils demandent des questions précises ou auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, ou ça nous amène à aller plus loin dans notre réflexion. On s'était dit, pour nous, c'est 2-3 phrases. Et en fait, en y réfléchissant, on se remet en question. Et du coup, chaque demande, on s'est dit, mais ça nous a tellement apporté. Même des fois, il y a eu plusieurs fois, on n'a pas remporté les bourses. Mais on s'est dit, mais ça nous a aidé pour en arriver là, en fait, dans la maturité de notre projet, en fait. Ça apporte la maturité. C'est quoi un peu, justement, dans la construction de ce projet, les grandes difficultés que vous avez rencontrées ? Les grandes difficultés, c'est de concilier ce projet avec nos études au départ, puisque quand elle a lancé... c'est la charge de travail. C'est la charge de travail. Puis là, actuellement, avec nos travails. Donc, c'est la charge de travail que ça demande, de l'engagement. Et puis de rester aussi engagé au cours du temps, quoi. Voilà. De pas s'essouffler, de pas laisser tomber. C'est ça. Et il y a eu des moments où vous avez pensé à abandonner le projet ? Ça a été avant de demander les bourses l'année dernière. C'était en mars. Et on s'est dit, est-ce que là, on va demander des bourses. Donc, c'est maintenant de se dire on continue ou on le reporte d'1 an. Parce qu'au début, vu qu'on essayait de concilier avec nos études, c'était beaucoup avec nos mémoires. Et on se demandait est-ce qu'on reporte d'1 an ou est-ce qu'on continue. Et ça a été un moment de vraiment doute aussi, de se dire est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment et tout ça. Puis finalement, on a dit on se lance. Nous, on fonctionne aussi beaucoup par ressenti. Et en fait, si on a l'impression qu'il faut le faire absolument et que c'est ce qui nous anime, on le fait. Et là, c'était vraiment le cas et on s'est dit, on le fait. Mais c'est vrai que ça, après, il y a eu des périodes de doute. Toujours, ouais. Et honnêtement, des fois, en plus, on fait des... Moi, il y a des fois où j'ai fait des rêves dessus. C'est clair, ça devient clairement ton quotidien. Tu penses tout le temps et ça te suit jusque la nuit, quoi. Oui. Et du coup, tu visualises des choses et après, tu te réveilles et tu te dis ça se trouve, mince, j'avais pas pensé, mais il y a des pumas en argent. Tu te dis, mais oui, il y a des pumas, mais moi, dans mon rêve, Enfin, voilà, c'est... Et en fait, des fois, tu as des prises de conscience comme ça après avoir fait des rêves qui, finalement, t'ouvrent les yeux sur ton projet aussi. Et des fois, tu te dis, bon, c'est juste des rêves, donc c'est bon, je peux mettre ça de côté. Mais des fois, tu te dis, ah oui, quand même. Ça te fait ouvrir les yeux aussi. Est-ce que... tu penses est-ce qu'il y a eu 3 moments forts justement dans la construction de ce projet ? Parce que là, la construction, elle est achevée ou presque, vu que là, vous êtes sur le point de partir. Il y a eu 3 moments forts, 3 moments les plus marquants. Alors déjà, quand on a décidé de se lancer, enfin vraiment quand le rêve est devenu projet, quand on s'est dit, ok, on a vraiment envie de faire ça, et comment faire pour qu'il se concrétise ? Ça a été vraiment un moment fort parce que du coup, on passe de l'excitation à OK, on planifie les choses. Donc ça a été la première étape. La deuxième, je pense que ça a été quand on a dû décaler, reporter d'1 an. Et là, c'était lié à des événements extérieurs puisque c'était lié au Covid. Mais ça faisait... C'était quand du coup ça C'était en octobre dernier. D'accord. Et donc ça a été difficile. C'est vrai que ça a été un des moments difficiles parce que on s'était préparé et puis on avait fini nos études et c'était un peu aussi, on va dire, la carotte. Oui, de fin d'études. La carotte de fin d'études où tu t'es dit, à la fin du master, de mon mémoire, de tout ça, on part. Et là, en fait, tu te retrouves à dire, finalement, on décale d'1 an. Et donc, finalement, je cherche du travail. Et là, tu as un peu un décalage entre ça. Et puis, on s'était entraîné pendant 3 semaines dans les Pyrénées avec notre matériel. On avait marché et tout ça pour voir si tout allait bien, si on était capable de porter le poids qu'on... Vous portez combien ? Alors, pour le coup, on avait vu beaucoup trop. Antoine portait 20 kilos et moi, je portais 17 kilos. Et là, pour partir pour de vrai, vous portez... On portera 12 et 15 kilos. Donc, c'est beaucoup moins. On a quand même...
Et puis aussi, pendant les Pyrénées, pendant 3 semaines, on a filmé, on a utilisé notre matériel, on a regardé... Vous avez fait un peu vraiment un essai, voilà. Pour 3 semaines, voilà à quoi ça ressemblera notre vie. Voilà, c'était vraiment pour s'entraîner. Et puis, quand on est revenu de ces 3 semaines-là, on a fait le constat que c'était toujours compliqué en Amérique du Sud au niveau du Covid, aux États-Unis aussi, qu'il fallait rester 10 jours des fois en isolement, qu'il fallait avoir Internet pendant 2 semaines aussi, et tous les jours envoyer un mail en disant où on était. Et donc, sachant que nous, quand on arrivait, c'était la première condition. Quand on arrivait au Chili, en Patagonie, il fallait pendant 10 jours, on envoie un mail tous les jours pour dire où on est et si on a des symptômes. Sauf qu'on partait en Patagonie où on n'avait pas de connexion Internet, où on allait marcher en fait pendant. Donc on s'est dit, dès le départ, on va devoir avoir une connexion Internet, ce qui n'est pas possible. Après, dans chaque pays, demander 1 semaine de quarantaine. Bon, voilà, qui a fait que, en fait, sur 1 an, vu qu'on avait déjà bien tout condensé, c'était pas possible. Au final, ça faisait presque 1 mois et demi de Covid. De Covid, en fait. Quoi. Okay. Donc on a fait, on reporte. Et là, ça a été difficile de faire le choix. Et en même temps, c'était aussi un peu un soulagement. Parce que honnêtement, et ça, je pense qu'il vaut mieux être transparent aussi, c'est que des fois, en fait, on a un projet, il y a une deadline, et on se rend compte que finalement, on n'était pas assez prêt. Et l'idée, c'est est-ce qu'on part quand même si on n'est pas assez prêt? Est-ce qu'on peut vraiment se préparer plus? Ou est-ce qu'on est vraiment prêt? Et on aura toujours des doutes et il faut se lancer. Et là, notre constat, c'était quand même, quand on a dit on part pas à cause du Covid, on a eu un moment difficile moralement, et après on s'est dit qu'est-ce qu'il faut en tirer de cet apprentissage-là, qu'est-ce que pendant 1 an on va pouvoir améliorer. Et en fait on a fait un bilan et on s'est dit on va pouvoir améliorer l'espagnol, on va pouvoir améliorer l'anglais, on va pouvoir améliorer nos techniques de réalisation pour utiliser l'appareil photo, on va pouvoir avoir plus de contacts, des demandes de bourse. Et finalement on s'est dit on n'était peut-être pas assez prêt, ou peut-être qu'en fait, on avait besoin de cet entraînement supplémentaire. Moi, je préfère le voir de manière positive et de se dire, en fait, on avait besoin de ça pour nous améliorer et partir encore plus confiant. Et donc ça, c'était la 2e étape. Je me sens encore un peu égarée. Donc ça, c'était la 2e grande étape. Je trouve le moment fort. Et le 3e, c'est maintenant, en fait, quand on réalise qu'on va partir dans 2 mois. Et donc, c'est un moment fort, quoi, parce que... En même temps... Ouais, ça y est, là, il faut commencer à boucler les sacs, il faut commencer à acheter les trucs. Et puis, il reste encore plein de choses à faire, en fait, finalement. Et les prises de contact à continuer, la communication à faire, vraiment finaliser. Mais de se rendre compte aussi que peut-être on parle pas assez espagnol. Mais ça, du coup, au niveau des langues, vous avez pris des cours en plus, justement, parce que il va y avoir un choc culturel, entre guillemets. Il va falloir que vous puissiez vous débrouiller. Oui. Alors, Antoine est presque bilingue en anglais. Donc là-dessus, moi, je suis pas très forte en anglais, mais je me débrouille. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle je pars. C'est pour pouvoir t'améliorer dans les langues. Voilà, c'est vraiment pour être confrontée, être dans des situations, dans le bain, et de me dire je peux apprendre que comme ça, et mieux comme ça en tout cas. Et vraiment, voilà, pour le coup, je suis en face de gens, je suis obligée de parler pour demander de l'aide, pour demander de la nourriture, ou pour différentes raisons. Je suis obligée de pratiquer, il faut que j'y aille. Donc c'est anglais et espagnol. Voilà, anglais et espagnol. Et après, on a fait le Café des langues 1 fois par mois. D'accord. Où on rencontre en fait des gens et on parle la langue. Donc nous, c'était l'espagnol. Et c'est des gens qui viennent exprès pour parler et apprendre à se connaître, et on parlait qu'en espagnol. Et donc ça permet de pratiquer et d'essayer de pratiquer un contexte, quoi. Est-ce que, pour essayer d'avoir un peu finir sur la vision de l'avant-projet, est-ce que tu as... si tu te reviens là, tu te vois, tu es en décembre 2020, quels conseils tu pourrais te donner pour justement... face à ce grand projet, à la construction de tout ça? Est-ce que tu aurais des conseils, par exemple, si quelqu'un est là et y pense, tu vois? Quelque chose qu'il faut avoir en tête Alors, déjà, je pense que déjà, quand tu as un rêve, ce que je disais un peu au début, c'est que quand tu as un rêve, pour qu'il se réalise, il faut que ça devienne un projet. Et il faut avoir, du coup, faut planifier. Et donc, pour le coup, moi, je pense que vraiment, ce qui aide à concrétiser un projet comme ça, c'est de faire, c'est tout bête, mais c'est ce qu'on apprend en master, un diagramme de Gantt avec des échéances, ou d'avoir vraiment une to-do list avec des échéances de date, en fait. De se dire, bon, voilà. Donc, c'est un peu de l'organisation qu'il faut avoir. Mais moi, je pense que pour
pour tout projet incroyable, que ce soit un film, un documentaire, un voyage, un album, en fait, il y a des échéances, il y a ce côté organisation. Et, et en fait, il faut se lancer là-dedans. C'est se discipliner, quoi. Ouais, c'est vraiment avoir une rigueur et se dire, bon, je m'y tiens. Je m'y tiens. Okay. Donc, je vais organiser. Comme quand on a un devoir, comme quand on a une mission, comme quand on a un travail. C'est vraiment, j'ai des tâches à faire. Je me fixe des objectifs de temps. Et à telle date, il faut que je les finisse. Et voilà, et c'est vraiment ça. Et puis après, pour moi, je pense que c'est... J'ai un conseil à dire aussi, c'est que faut... Les peurs, en fait, c'est légitime. Souvent, on se dit, si j'ai peur, c'est que c'est peut-être pas le bon projet, on se remet en question. Mais en fait, les peurs, c'est légitime. Et au contraire, il faut les accepter. Et il faut se dire, de toute façon, je pourrais pas répondre à toutes mes peurs. C'est normal, en fait, c'est un saut vers l'inconnu. Et l'aventure, c'est ça, c'est perdre ses repères, c'est perdre sa routine, c'est aller vers ce qui est totalement inconnu. Sortir de sa zone de confort. Ouais. Et du coup, c'est se dire, c'est normal d'avoir peur et c'est pas grave. Au contraire, c'est ce qui fait qu'en fait le projet va se concrétiser, c'est cette peur-là. En fait, faut arriver à transformer la peur qui peut qui peut tétaniser en une peur qui continue à agir, quoi. Ouais, une peur un peu motrice, quoi. Voilà. Que ça te pousse à l'action. Ouais. Plutôt que ça t'immobilise. Et à tout hasard, c'est une question que j'ai oublié de te poser. C'est pourquoi ce continent-là ? Pourquoi Parce que vous auriez pu le faire, par exemple, en Indonésie, tu vois, d'aller découvrir un peu les milieux. Pourquoi l'Amérique ? Alors, donc là, c'est une vision... Enfin, pas une vision, mais c'est un motif personnel. Bon, même si ce projet, c'est personnel en soi, mais je veux dire, c'est quand même affilié à nos domaines d'études, à nos passions. Mais en fait, moi, je suis née en Colombie. Et je n'y suis pas retournée depuis 25 ans. Et c'était aussi l'objectif, ça a été aussi cet élément, c'est que je souhaitais y retourner depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, ça va être sur notre route. Et si on choisit l'Amérique, en fait, l'Amérique du Sud, puis l'Amérique du Nord, on va passer par la Colombie si on fait ce choix-là. Et donc, c'est pour cette raison-là aussi qu'on a choisi... Pour pouvoir, du coup, toi, te donner l'opportunité de retourner. De retourner, puis de le redécouvrir. Oui. Là, vous y marchez, du coup. Oui, c'est ça. Comme ça, vous pouvez vraiment vous y imprégner à la culture. Ça. Super bien pensé. Ouais. C'est super donc, c'est pour ça. Après, aussi, parce que on a toujours été attirés aussi par l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. En ayant fait nos études au Québec, on voulait aussi... du coup, connaître aussi le côté ouest. Ah oui, ouais, ça vous permet d'avoir une autre vision du même continent, quoi. Voilà. D'essayer de le voir de manière un peu plus globale. Ouais. Ok. Et donc tout ça, c'était l'avant-projet, le pendant-projet, et maintenant l'après-projet. Est-ce que... parce que tu as certainement des appréhensions déjà sur la rupture du départ que ça va générer, j'imagine. Oui. Là, je fais un peu de la spéculation, mais tu me coupes si t'es pas d'accord. Est-ce qu'il y a de l'appréhension sur le retour, sur l'après ? Alors, j'ai pas d'appréhension pour le retour. Par contre, j'ai je projette peut-être trop de choses et c'est là où je me dis attention de pas avoir déjà des attentes, trop d'attentes, parce que je me dis que ce voyage-là va forcément nous changer. Et j'ai peut-être des attentes d'apprendre, en fait, de me dire que quand je vais revenir, j'espère en tout cas en chemin trouver aussi avec les paysages, les rencontres, mais aussi de trouver une sorte de sérénité et une confiance en la vie, en fait, de moins douter, c'est d'avoir, on va dire, confiance en la vie, ouais, c'est ça, et confiance en moi, du coup. Et c'est vrai que je me dis, attention de ne pas avoir trop d'attentes, parce que souvent, les voyageurs ou les voyageuses, ils se disent, je pars, et je vais découvrir, je vais aller mieux, et tout ça. Et en fait... Donc ça, c'est plutôt les attentes que tu as sur ce que ça va t'apporter. Voilà. D'accord. Et donc, je me dis, il ne faut pas que je parte avec trop d'attentes. Parce que peut-être que je me projette quand je vais revenir à quelqu'un qui sera Bouddha, peut-être non pas Bouddha, mais comme voilà. Et donc en fait, je vise peut-être j'ai peut-être une vision idéalisée de ce que je pourrais être en revenant. Et donc voilà, ça c'est un peu mon... Oui, parce qu'après de toute façon, quand tu vas rentrer, tes envies elles vont sûrement être largement différentes que celles que tu projettes. Oui.
C'est ça, en fait. C'est ça. Après, il y a aussi souvent, je me suis souvent posé la question en écoutant ou en lisant des personnes qui partaient voyager. Il y a des personnes qui partent pour fuir aussi, mais qui s'en rendent compte une fois parties, en fait. Elles partent pour fuir quelque chose. Et du coup, là-dessus, non, j'ai pas d'appréhension par rapport à ça. Je me dis non, ça, je réaliserai pas ça. Je réaliserai pas ça. Donc voilà. Et après, j'ai peut-être l'appréhension personnelle pour le retour de quitter en fait la Colombie et de revenir en France, parce que je me dis ça va faire 25 ans que je suis pas allée, je vais revoir ma famille d'accueil et en fait une fois que je vais rentrer en France, vu que je suis dans une démarche de peu utiliser l'avion, je retournerai peut-être pas d'aussitôt en Colombie, et j'ai un peu cette peur là de voilà, que ça te manque que ça me manque en fait, de me dire j'ai une partie de moi qui est là-bas aussi, et une partie de mon histoire qui est là-bas, et voilà, donc c'est un peu les plus grands aspects. Oui. D'accord. Donc là on approche de la fin. Oui. Est-ce que tu aurais des références que tu aimerais nous partager, que ce soit de livres, justement, tu sais que tu as beaucoup lu, tu as beaucoup écouté des choses qui t'ont inspiré et que tu aimerais partager ici? Oui, alors il y a c'est de Paulo Coelho, Le guerrier de lumière, il me semble que c'est ça le titre. Oui, je crois que... Il part justement à la rencontre... L'alchimiste, exactement. Et donc il y a ce livre-là qui m'a beaucoup touchée. Et puis après, de manière générale, je suis des personnes qui sont sur Instagram ou qui ont fait en fait des voyages comme ça, des périples, notamment Alaska-Patagonie. Ils ont fait un peu cette même démarche. Ils sont partis à deux, de l'Alaska jusqu'en Patagonie en vélo. Que en vélo, ils ont fait? Oui, tout en vélo. Et donc, pour moi, c'est des gens qui m'inspirent. Et il y a aussi Virgile Wassar qui nous a aidés pour le voyage et qui, lui, est parti de la Patagonie jusqu'au cercle polaire à pied et en courant. Il a tout fait. Et c'était la première personne qui faisait ça. Et donc, lui, il nous a conseillé. Ça a été vraiment une aide précieuse parce que il a fait en fait un peu le parcours qu'on fait. Et donc, il nous a donné des conseils sur le matériel et tout ça. Et après, là, j'ai pas le nom du titre du livre, mais il y a un livre que j'aime beaucoup, où c'est l'histoire c'est une autobiographie, mais c'est une femme qui traverse le désert. D'accord. Si tu t'en souviens, oui, je l'écrirai dans la description. Comme ça, ce sera facile à retrouver. Ouais. Et sinon, les livres de Sylvain Tesson, c'est quand même moi, je trouve que c'est une grande inspiration de réflexion sur la vie, sur la solitude, sur le voyage. Et... Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter, un sujet dont on n'a pas parlé, que tu aimerais... Oui. Alors, c'est pas vraiment un sujet, mais c'est plus pourquoi aussi on a choisi de voyager. Et moi, vraiment, l'idée, c'est que quand on voyage, en fait, on est dans l'observation et dans l'écoute. Et c'est vraiment des sens qu'on a tendance un peu à mettre de côté. Des fois, de moins écouter les gens, de moins observer ce qui nous entoure. Et là, pendant 1 an, en fait, on va faire ça. On va se consacrer à l'observation et l'écoute des gens, de la vie, des animaux et de l'expérience des personnes qu'on va rencontrer. Et c'est vraiment, pour moi, voyager, c'est déjà ça. C'est être prêt à écouter. Être prêt à recevoir. Et à recevoir. Ça, là, c'est... Tout ce qu'on peut avoir à t'offrir et arrêter d'essayer de demander. Ouais. Et laisser venir. Voilà, c'est vraiment ça. Oh, c'est une super vision des choses. Là, attends. Si il y a des personnes qui souhaiteraient un peu se renseigner ou voir un peu des choses sur vous et votre projet, est-ce que tu as des plateformes sur lesquelles tu pourrais les rediriger? Oui, alors du coup, nous, on est présents sur Facebook, sur Les Amériques au fil de l'eau. Sur Instagram aussi, Les Amériques au fil de l'eau, et on a un site internet.
Puis on a aussi une chaîne YouTube, Les Américophiles de l'eau, où on a mis notre... Donc voilà, c'est vraiment le mot à retenir, Les Américophiles de l'eau. Voilà, donc on pourra vous retrouver un peu sur toutes les plateformes. Voilà, sur toutes les plateformes. On a une adresse mail consacrée à ça, donc faut pas hésiter. Si on peut aider, voilà, aussi s'il y a des personnes qui ont des questions et qui voudraient se lancer dans un projet un peu comme ça, sans problème, on pourra les aider à notre tour, et puis même pendant. Et pendant votre trek, vous communiquerez aussi sur ces plateformes? Oui, voilà. Du coup, sur Instagram, on va beaucoup partager en story notre quotidien. Et en fait, vu que notre compte Instagram et notre compte Facebook sont reliés, quand on publie une story sur Instagram, elle est publiée sur Facebook. Donc voilà, après, on va partager au fur et à mesure notre aventure. C'est vrai qu'on va pouvoir vous suivre. Voilà, vous allez pouvoir nous suivre. Ouais. Ça, c'est chouette. Je vais te laisser les mots de la fin. Oui. Mais je vais te les cadrer un tout petit peu. On va revenir sur le concept, enfin moi j'aime bien conceptualiser ça, c'est le « et pourquoi pas » dont on a parlé, cette question déclic qui justement est à l'initiative de ce podcast et qui quelque part d'une certaine façon à l'initiative aussi de votre projet. Savoir donc en différents temps, je te laisserai 2-3, enfin voilà, c'est une question en plusieurs temps. Le premier temps, ce serait pour toi, c'est quoi un et pourquoi pas? Comment est-ce que voilà, cette question déclic-là, est-ce que tu as quelque chose à dire et comment tu le définirais? Et est-ce que voilà, si tu as quelqu'un qui a un et pourquoi pas en tête et qui ose pas forcément se lancer, est-ce que tu aurais des conseils à lui donner pour oser justement passer ce déclic-là et y aller, quoi? Ok. Alors, je vais essayer de répondre de manière simple. Donc pour moi, un et pourquoi pas, c'est vraiment quand autour de nous, on voit des personnes inspirantes, des projets inspirants, des rêves, et qu'on se dit waouh, ils font des choses incroyables. Et pour moi, le et pourquoi pas, c'est moi aussi je peux y arriver, et pourquoi pas pourquoi pas me lancer en fait. Et c'est ça en fait la vie, je pense. Donc pour moi, le pourquoi pas, c'est oser. Voilà. Okay. Et ensuite, les conseils pour une personne qui souhaiterait se lancer, c'est j'en avais un peu parlé, mais c'est vraiment d'aller plus loin que ses peurs et de se dire je suis légitime en fait. Je suis légitime de me lancer dans ce projet-là et j'ai ma place sur Terre. C'est placer au-dessus un peu du syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est ça, exactement. Je pense qu'on est beaucoup à avoir ce syndrome, ou beaucoup de personnes ont ce syndrome-là, et c'est de se dire, mon projet, il est tout à fait intéressant. De partir déjà sur le fait de croire en son projet et de se dire, mon projet, mon rêve, il est intéressant et il a sa place dans le monde et je peux le concrétiser. Et surtout, de se dire, quand j'ai des peurs, oser demander de l'aide, oser en parler autour de soi, et toujours de créer ce lien social qui est important et de jamais le casser, parce qu'on pour réaliser des rêves, ou le pourquoi pas, c'est toujours avec des gens en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup Laureline. Merci à vous de m'avoir invitée. Avec grand plaisir, c'était vraiment très intéressant et j'espère que les personnes qui nous écoutent le trouveront tout aussi intéressant que ce que nous on a pu. C'était vraiment une riche expérience et je suis contente d'avoir participé. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?